Au sommaire de cette édition présidentielle en Haïti, deux partis revendiquent la victoire. Des déclarations qui ont été critiquées par la communauté internationale. Les responsables religieux catholiques, musulmans et protestants de la République centrafricaine ont célébré ce lundi à Rome les vertus de leur dialogue. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump, le président élu, a affirmé ce lundi que le premier jour de sa présidence, il engagerait le retrait des États-Unis du traité commercial trans-pacifique. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. En Haïti, deux partis revendiquent la victoire après l'élection de dimanche dernier. Les partis PHTK et FANMI Lavalas ont attribué la victoire à leurs candidats respectifs. Ceci a suscité une avalanche de réactions dans le monde. Reportage. Après le premier tour de l'élection présidentielle en Haïti, certaines formations politiques se déclarent vainqueurs du scrutin. C'est le cas du parti PHTK et les partisans du parti FANMI Lavalas qui ont autoproclamé lundi la victoire de leur candidat. Rudy Erivo, porte-parole du PHTK, a déclaré que le candidat Jovenel Moïse est le président élu d'Haïti. De leur côté, des centaines de sympathisants du parti adverse FANMI Lavalas avaient pris d'assaut les rues de Port-au-Prince pour revendiquer la victoire de leur candidat Maryse Narcisse. Ces déclarations actives ont suscité des réactions de la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les différents acteurs au respect des institutions. Il a également exhorté les deux partis à attendre la proclamation des résultats par le Conseil électoral provisoire et à avoir recours aux voies légales en cas de contestation. L'Organisation des États américains, qui a déployé en Haïti une mission d'observation électorale de 130 membres, a aussi incité les partis rivaux à faire preuve de retenue. Sur les 27 candidats briguant la présidence, 4 avaient prétendu pouvoir l'emporter dès le premier tour. Le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, a déclaré que les résultats officiels seront probablement publiés dans les 8 prochains jours. En Égypte, la Cour de cassation a annulé ce mardi une condamnation à perpétuité prononcée contre l'ancien président islamiste Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l'armée. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué un responsable judiciaire et l'avocat de Morsi. Il avait été condamné en juin 2015 dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Les peines de plusieurs responsables de sa confrérie islamiste jugés à ses côtés ont également été annulées ce mardi, a indiqué l'avocat Abdel Mounem Abdel Maksoud. Au Nigeria, un juge de la Cour suprême accusé de blanchiment d'argent a bénéficié ce lundi d'une mise en liberté contre la volonté de l'accusation. Mais il doit verser une caution de $310 000 US, soit environ 250 000 €. Arrêté en octobre dernier par la police secrète nigériane avec 6 autres magistrats lors d'une opération de lutte contre la corruption sans précédent, le magistrat Sylvester Nwuta a comparu devant la Haute Cour fédérale à Abuja, la capitale, où il est accusé d'avoir blanchi plus de 1,6 million d'euros entre janvier et octobre 2016. D'après le parquet, le juge se trouvait également en possession illégale de plusieurs passeports, dont des passeports diplomatiques. Sylvester Nwuta, 65 ans, qui a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, a été libéré sous caution ce lundi. Il doit verser 100 millions de naira, soit près de 300 000 €, et son procès a été ajourné au 7 décembre. Il fallait bien s'en douter. Le statut et le calibre de l'accusé sont assez uniques et il n'est pas surprenant qu'on lui accorde une caution. Le procès est prévu pour le 7 et le 8 décembre. Nous avons 2 jours le mois prochain et nous espérons être capables de présenter notre cas ainsi qu'au moins 3 témoins. Laissez-moi vous dire que nous sommes heureux que cela soit présenté à la Cour. Cela donne à l'accusé l'opportunité de s'expliquer. Cette affaire a quitté la sphère de la rumeur, de la calomnie et tout ce que vous avez entendu. C'est désormais un procès devant une cour de justice et nous avons la possibilité de défendre l'accusé. Nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux d'être ici.
We are happy to be here. Le président nigérien Muhammadu Buhari, élu en 2015, a fait de la lutte contre la corruption endémique au Nigeria son principal cheval de bataille. Parlons santé à présent. Au Burkina Faso, les services de santé pourraient être fortement perturbés dans leur fonctionnement à partir de ce mardi. En effet, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale appelle ses militants à observer à compter de ce mardi un mot d'ordre total de grève de 3 jours sans assurer le moindre service. Le puissant syndicat de la santé entend ainsi mettre la pression sur le gouvernement pour la satisfaction de la plateforme revendicative. Claude Romard pour le point. Le SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale au Burkina, durcit le ton après la grève d'octobre dernier. Il appelle ses militants, à partir de ce mardi 22 novembre 2016, à observer une grève totale de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ces 3 jours, médecins et autres personnels soignants ne devront pas assurer le service minimum. Nous avons choisi à notre corps défendant un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement, n'est-ce pas, puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. La plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Le personnel de santé réclame entre autres de meilleures conditions de travail, la question des carrières des agents, l'octroi d'indemnités, la participation des travailleurs à la vie et au contrôle de la gestion des services de santé, le dossier CAMEG, les mesures d'accompagnement liées à la mise en œuvre de la gratuité des soins. Une action du SYNCHA qui intervient dans un contexte où le pays est frappé par une épidémie de dengue qui a déjà fait plus d'une dizaine de victimes. Le gouvernement regrette la position du SYNCHA d'observer une grève totale et réaffirme sa volonté de maintenir le dialogue avec le syndicat. Pendant ce temps, le syndicat des médecins du Burkina annonce qu'il ne suivra pas le mot d'ordre du SYNCHA. Il appelle ses militants à assurer leurs tâches quotidiennes dans le respect des textes réglementaires tout en s'abstenant de porter une entrave quelconque aux luttes des autres syndicats, a déclaré pour sa part le CIMEB dans un communiqué. Je le disais en titre, consécration du dialogue interreligieux en Centrafrique. Les responsables religieux catholiques, musulmans et protestants du pays ont célébré ce lundi à Rome les vertus de leur dialogue. Une communion qui, selon eux, commence à porter ses fruits, surtout chez les jeunes centrafricains qui œuvrent désormais à la culture de la paix. On les suit. Nous avons pensé que c'était un moment important de nous retrouver ensemble. Toujours entretenir le dialogue. Plus on parle, eh bien les barrières, les masques tombent. Quand on ne connaît pas l'autre, on a peur et on soupçonne et on pense qu'il est un étranger. Or, on commence le dialogue, eh bien l'autre devient proche de nous. Je nous offre cet espace-là où tous, venant de plusieurs horizons, on se retrouve pour dialoguer, pour que demain nous puissions rebâtir ensemble le pays qui s'appelle la République centrafricaine. Le pape a aidé dans la réconciliation, car le jour où il a mis pied à Bangui, il est allé dans le quartier musulman, c'était déjà un grand pas. Pour certains, c'était impossible. Et en venant au kilomètre 5, il a ouvert une porte. Il a touché les cœurs. Il a posé des gestes. Lui-même, il s'est déchaussé. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi certains musulmans, pour des raisons politiques, se lèvent pour dire que nous voulons faire de ce pays un pays musulman, un pays islamique. Ce n'est pas conforme au Coran. Et également, nous sommes obligés de parler d'une seule voix quand la vie humaine est menacée. Dans la Bible, quand Dieu a dit dans le deuxième commandement, tu aimeras ton frère comme toi-même. On a dit ton frère, on n'a pas dit ton frère catholique, ni protestant, ni c'est un homme, un humain comme toi. Au kilomètre 5, par exemple, tous mes amis, c'est des musulmans, on était très habitués. Je mangeais, on se rendait visite lors de certaines célébrations et autres. Alors, cette crise est venue, ça a été essayer de nous mettre un peu à l'écart. Mais comme cela a été toujours prôné, ce n'est pas une crise religieuse.
Sur un tout autre registre, pour surveiller les catastrophes naturelles, notamment les inondations et les glissements de terrain, l'UNICEF a équipé les autorités de Madagascar avec 3 drones. Une manière d'éviter d'avoir à dépenser de l'argent pour louer un hélicoptère pour faire ce travail de surveillance. Suivons respectivement le secrétaire exécutif du Bureau national de gestion des risques et catastrophes et le lieutenant-colonel Philippe Risser, conseiller technique au Bureau national de gestion des crises, des risques et catastrophes. Ça pourrait être utile en cas de survenance de cyclones, d'inondations, de rupture de barrages, ou bien de coupure de route, des attaques, pourquoi pas de criquets et tout ça. Ça pourrait nous être très utile pour anticiper les actions à entreprendre sans qu'on ait l'obligation d'envoyer des hommes sur les terrains ou bien sur des zones à risque. Les avantages, en fait, c'est la rapidité d'abord. Le coût aussi qui est amoindri et surtout donc la finesse des images qu'on reçoit parce que là on a des matériels quand même de pointe qui sont à notre disposition et ça nous permet quand même en un temps record d'accéder sur les sites et de pouvoir apporter les réponses immédiatement. Oui, la première mission en fait est partie en janvier sur une recherche de personnes disparues, donc un enfant qui avait été emporté par les eaux. Et suite à cela, une recherche a été menée qui malheureusement a eu une fin tragique puisque deux personnes sont mortes en essayant de retrouver l'enfant. Suite à ça, donc la communauté urbaine d'Antananarivo a demandé le soutien, l'appui du BNGRC puisqu'ils savaient qu'on avait des drones. Et donc le chef de corps des sapeurs-pompiers a travaillé avec l'équipe drone pour essayer de rechercher cet enfant. Et puis son cabinet encore constitué, le président américain élu Donald Trump, porté au pouvoir sur des propositions anti-mondialisation, a annoncé ce lundi qu'il retirerait les États-Unis du traité commercial trans-pacifique. Ce sera une de ses premières décisions en arrivant à la Maison-Blanche. Petit drapeau américain sur le revers de la veste, le dirigeant populiste a expliqué dans une courte vidéo que ses futures décisions étaient basées sur le principe fondamental « l'Amérique d'abord ». J'ai demandé à mon équipe de transition de créer une liste de mesures exécutives que nous pourrons mettre en œuvre le premier jour pour rétablir nos lois et récupérer nos emplois. Il était temps. On trade, I am going to issue our notification of intent. En ce qui concerne le commerce, je vais engager le retrait du traité commercial transpacifique, un désastre potentiel pour notre pays. À la place, nous négocierons des traités commerciaux bilatéraux et justes qui ramèneront les emplois et l'industrie sur le sol américain. Il s'agit de réformer la classe politique, de reconstruire notre classe moyenne et de rendre l'Amérique meilleure pour tout le monde, a souligné Trump, qui sera investi 45e président des États-Unis le 20 janvier. Au premier jour de sa présidence, Donald Trump engagera le retrait des États-Unis du TTP, signé en 2015 par 12 pays de la région Asie-Pacifique, mais sans la Chine. Pour entrer en vigueur, ce partenariat porté par le président sortant Barack Hussein Obama devait encore être approuvé par le Congrès américain, dominé par les républicains. Sa mise en cause inquiète les pays de cette région, grande priorité géostratégique et économique de l'administration démocrate. À la place, Donald Trump veut négocier des traités bilatéraux qui, selon lui, ramèneront les emplois et l'industrie sur le sol américain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.